Ok. Peut-être pour réagir déjà à vos premières remarques, mais par la suite, sentez-vous libre d'enrichir et d'intervenir dans les propos. Ce qui est très important dans ce que vous avez déjà soulevé, c'est qu'effectivement, ces représentations, elles sont extrêmement violentes. Elles sont extrêmement efficaces, j'ai envie de dire, extrêmement puissantes. Et c'est le premier frein, c'est le premier obstacle que les personnes rencontrent dans leur parcours de vie au sens large et notamment leur parcours professionnel. Et du coup, ça va conditionner toutes nos actions, nos manières de se comporter, les dispositifs que l'on met en place et en effet avoir des espèces d'effets en chaîne qui font que la parole est beaucoup plus compliquée, qu'il y a du fantasme et de la surinterprétation, qu'il va y avoir de l'isolement et de la mise à l'écart. Et donc c'est un enjeu fondamental par rapport à la question du handicap psychique en règle générale dans l'emploi, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces représentations-là. Et je vous remercie d'avoir eu l'honnêteté de dire aussi qu'on en est tous pétris, c'est-à-dire que c'est pas que les autres. On est soi-même en permanence pétri de ces représentations-là parce que ce sont des croyances collectives, parce qu'en plus les mécanismes de représentation sociale sont des choses qui sont très bien construites et en même temps on a du mal à les déconstruire et on en est tous pétris et notamment nous en première ligne lorsqu'on accompagne les personnes. Et donc il y a une espèce de vigilance à avoir par rapport à ces représentations-là. Qu'est-ce qu'on en fait? Et est-ce qu'on est capable de les voir déjà pour nous? Et puis, de se poser la question, comment on fait pour faire avec ces représentations sociales-là quand on doit travailler avec des collectifs, comme vous le disiez, qui disent « mais voilà, moi, je ne sais pas faire, je me sens démunie. » Et puis d'ailleurs, en fait, j'ai un peu peur aussi de ces situations-là. Donc il y a vraiment un double enjeu et c'est ce qui va constituer finalement le paysage de tout ce qu'on peut mettre en place autour du handicap psychique. Donc si on n'en a pas conscience, on ne peut pas faire, ça ne fonctionne pas ou en tout cas on ne trouve pas de solution. Et un des leviers pour dépasser ces représentations-là, c'est la connaissance et la compréhension, c'est l'explication. C'est la pédagogie que l'on peut avoir sur le sujet. Et vous l'avez d'ailleurs déjà dit. Ensuite, vous avez parlé de la notion d'acceptation. Est-ce qu'on peut faire le deuil, d'en parler? Je vous propose qu'on aborde ces questions-là un peu plus loin dans la matinée. Et que du coup, je partage avec vous 4 items que j'ai pu entendre dans le monde du travail et qui réunissent aussi les travaux qui sont menés notamment en sociologie sur les représentations sociales et qui façonnent notre manière de penser et de se faire un avis sur le sujet. Une première idée reçue qui est on ne peut pas travailler lorsque l'on est en situation de handicap psychique. Les 3 clips que l'on a vus se terminent par inapte au travail, parce que c'est la plus grosse représentation sociale, la plus répandue collectivement autour du handicap psychique qui a une origine, une raison. On a effectivement aussi longtemps considéré que les personnes qui avaient des maladies mentales ne pouvaient pas travailler et que d'ailleurs c'était même nocif pour elles de travailler. Donc on avait plutôt tendance à vouloir les protéger en les mettant en dehors du travail. Ça a évolué au cours notamment du fin 19e et 20e siècle, où au contraire on s'est dit il y a une dimension thérapeutique, mais c'était plutôt un rapport au travail qui devait être soignant. Et c'est finalement la loi sur le handicap et la loi de 2005 qui a mis le travail plutôt comme un droit de citoyen. Et aujourd'hui, les personnes s'en emparent de cette manière-là, c'est-à-dire qu'elles disent « mais moi je veux travailler parce que je suis un citoyen et je veux trouver ma place dans la société et ma contribution », ce qui n'était pas le cas. Il y a encore finalement pas tant d'années que ça. Pour vous donner un exemple, l'association UNAFAM, qui est la grosse association de soutien des familles, des proches de personnes malades, jusqu'à il y a 2-3 ans, disait « mais il ne faut pas obliger les personnes à travailler, il ne faut surtout pas avoir d'injonction » et était plutôt défavorable au travail
aujourd'hui se sont repositionnés par rapport à ça en disant mais si, il faut qu'on soutienne l'accès à l'emploi et le maintien dans l'emploi. Mais ça fait 2-3 ans. Donc tout ça, finalement, met du temps à bouger. Et il y a une étude qui a été faite en Écosse sur un gros échantillon de personnes interrogées au hasard en disant si on vous dit maladie mentale et travail, qu'est-ce que vous nous dites? Et le premier mot qui sort, c'est incompatibilité. Donc là, il y a un énorme travail à faire pour se dire oui, on peut travailler. Je suis sûre que vous-même aujourd'hui, moi ça m'est arrivé de rencontrer des personnes qui ont des troubles schizophréniques et qui me disent je suis en emploi. Et moi-même, d'avoir un petit temps d'étonnement en disant « Ah, je n'avais pas imaginé que tu aurais pu tenir ce poste-là compte tenu de tes troubles. » Donc, il y a vraiment une déformation de la pensée. Deuxième idée reçue autour des maladies mentales et qui constitue un frein dans l'emploi, c'est l'idée qu'on ne pourrait pas guérir d'une maladie mentale. Alors, cette croyance-là, elle n'est pas complètement fausse dans la mesure où on est sur des problématiques de maladies chroniques. Maladies au long cours, dont on ne guérit pas. Alors, les médecins, il y a quelques débats là-dessus, mais on ne va pas entrer dans le sujet. Mais globalement, le corps médical explique qu'il n'y a pas de guérison au sens de disparition totale de la symptomatologie. Néanmoins, on se rétablit de ces maladies-là et on se rétablit de mieux en mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne qui vit avec des troubles schizophréniques qui se sont déclarés à l'âge de 23 ans a une qualité de vie, des chances de vie autonomes avec un traitement médicamenteux pas trop lourd et des capacités de travail qui sont réelles, ce qui n'était pas le cas il y a 30-40 ans où en fait les traitements médicamenteux, c'était ça qui générait du handicap. Donc, et aujourd'hui, les gens se rétablissent, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils mettent en place des stratégies du vivre avec, de la même façon qu'un diabétique met en place un nouvel équilibre de vie, un nouvel équilibre alimentaire et va gérer ses injections d'insuline selon les périodes de sa vie, selon son âge, ses niveaux de forme. Mais de la même manière, les personnes qui ont des troubles psychiques, petit à petit, mettent en place des stratégies d'équilibre de vie qui leur permettent d'avoir une symptomatologie parfois quasiment nulle. Et ça se fait avec les médicaments, avec le suivi psychothérapeutique et avec tout ce qui concerne l'hygiène de vie, la méditation, l'attention au rythme du sommeil, l'hygiène alimentaire. Petite parenthèse, pour la méditation, par exemple, de pleine conscience a été reconnue comme une pratique valable pour le soin de la dépression par l'OMS, au même titre qu'un traitement médicamenteux. Donc il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui, grâce à ça, arrivent à stabiliser des troubles chroniques. Troisième stéréotype, ce sont des personnes fragiles qui manquent de volonté. C'est surtout vrai pour les représentations associées à la dépression. Elles sont évoquées dans le film. Quelque part, et c'est une des grandes difficultés de ces pathologies-là, on se dit qu'il y a toujours une petite suspicion sur soit le fait que la personne nous manipule un peu, elle est un peu fatigable, mais elle n'y met pas vraiment du sien, soit le fait on est toujours un peu responsable, finalement, ça n'arriverait pas à tout le monde et quelque part, on s'est un peu mis dans une situation pour être en dépression ou quelque part, on a une part de responsabilité. Et là-dessus, il y a notamment des chercheurs en psychiatrie qui se battent pour dire ce sont des maladies comme les autres. Mais c'est vrai, et notamment le corps médical ne les a jamais considérées comme des maladies comme les autres. Et de la même façon que lorsque on a un autre type de pathologie, on se dit c'est pas de chance et il fallait que ça tombe sur moi. Pour les maladies mentales, on n'a pas ce regard-là sur les personnes. Et hier, petite anecdote, hier j'étais avec un groupe de 10 correspondants handicap et on a fait intervenir un dirigeant d'entreprise pour avoir son regard
sur comment lui, il voyait ces problématiques-là dans son entreprise et comment il les abordait et pourquoi finalement il se sentait concerné. Et il nous disait, mais pour moi, c'est une question comme une autre, c'est-à-dire que mon entreprise, elle est faite d'hommes et de femmes qui ont des épisodes de santé plus ou moins équilibrés dans leur vie. Là, moi, aujourd'hui, mon assistante, elle a des problèmes pour avoir des enfants, elle est obligée de faire des FIV, ça entraîne plein de difficultés, une grande fatigabilité pour elle. On est attentif à ça et on l'accompagne. Je ne vois pas pourquoi il y aurait un traitement différent pour quelqu'un qui a une dépression sévère et chronique. Mais c'est une vision très inclusive qui est assez rare pour être notée, en tout cas. Et puis, il y a la question de la violence qui est très présente. Là, on l'a vu beaucoup sur la schizophrénie, mais en fait, derrière cette violence, alors il y a effectivement la violence la plus extrême, mais il y a aussi la violence ordinaire, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais moi, ça m'est déjà arrivé de dire, mais qu'est-ce qui nous dit que demain, il ne va pas péter les plombs et qu'il ne va pas retourner les tables et les chaises dans le bureau et s'énerver sur tout le monde et casser les fenêtres. Et il y a ce fantasme de la violence, alors, qui sort pas de nulle part non plus, hein. Il y a, et notamment dans les hôpitaux psychiatriques, il y a une forme de violence et de... Henri est un hôpital. Voilà, vous pouvez en parler. Donc c'est une... Et 1000 raisons expliquent des comportements qui peuvent être agressifs parfois. Néanmoins, c'est rarement dans les milieux professionnels que ça s'exprime. La difficulté, c'est si ça s'exprime une fois, s'il y a un comportement inadapté une fois dans ce registre-là, vous pouvez être sûr que ça va emporter le sujet pendant plusieurs années. Et deuxième aspect, les études montrent qu'il y a une sous-représentation des personnes malades dans les personnes qui commettent des actes de violence. Donc en fait, c'est plutôt des personnes en fait, qui sont victimes de violence, c'est-à-dire qu'elles ont une vulnérabilité qui fait qu'elles sont plus souvent victimes d'agressions. Par contre, effectivement, il y a des actes de grande violence qui ont été commises et là, il y a un énorme problème avec les relais médiatiques qui associe tout de suite, notamment la schizophrénie, à des actes de violence. Quand il y a quelqu'un qui assassine son voisin et qu'il est diabétique, on n'en parle pas. Alors que là, dans les titres, quelquefois j'ai des diapos avec des titres de journaux, c'est un schizophrène à Pau va couper la tête à des infirmières. Donc là, il y a une espèce de responsabilité collective sur ce que l'on communique et on a du mal à faire évoluer cette représentation-là, notamment à cause des médias qui continuent à faire des amalgames et des raccourcis. Sachez qu'il y a quand même des campagnes d'éducation des journalistes, d'information auprès des étudiants en école de journalisme notamment, pour les éclairer et les aider à utiliser à bon escient, notamment les termes de schizophrénie. Et puis, par rapport à ces représentations sociales, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles fabriquent des pratiques discriminantes, comme je le disais tout à l'heure, volontaires ou involontaires, dans la mesure où, sur la base de ces idées reçues, on se fabrique une vision du monde et qui d'ailleurs va être partagée. Et ce que vous avez dit sur... voilà, ils sont en difficulté. Quand on en parle aux équipes, ils sont en difficulté. Et d'ailleurs, ils me disent, mais on ne sait pas faire, on se sent démuni s'il y a des problèmes psychiques. Moi, j'ai toujours été frappée en faisant des entretiens dans les entreprises de gens sur le terrain, dans diverses professions et même dans les services de santé au travail, me dire, mais vous comprenez bien que s'il y a quelqu'un en recrutement qui se présente et qui a des troubles psy, c'est tellement compliqué qu'on ne va pas le recruter. Et il y a tellement cette idée que c'est une croyance partagée et que cette vision du monde-là est partagée qu'on ne se rend même plus compte qu'on a des propos qui sont extrêmement discriminants, voire interdits, condamnables. La même personne, vous lui diriez, mais tu serais capable de dire mais non, mais tu comprends bien que je ne vais pas l'embaucher parce qu'elle est en fauteuil roulant. Elle ne se serait pas permise de le dire à une personne extérieure. Alors que là,
on ne se rend même pas compte que l'on a des propos, parce qu'elle peut le penser, qu'une personne handicapée en fauteuil roulant, c'est difficile à embaucher. Mais normalement, elle sait que ce sont des propos discriminants qu'on ne peut pas tenir, notamment à une personne extérieure qui vient en entretien. Et là, on sent bien qu'il n'y a plus ce filtre-là, parce que ce sont des croyances tellement partagées qu'on ne se rend même plus compte que l'on a des propos discriminants. Et la difficulté, c'est que l'on va résumer, il va y avoir un processus de stigmatisation, c'est-à-dire qu'on ne va percevoir la personne qu'à partir des difficultés, qu'à partir de la complexité, qu'à partir de la maladie. C'est-à-dire qu'elle devient un schizophrène, un bipolaire, un dépressif, une personne, un salarié compliqué à embaucher. Et on perd de vue tout le reste, ses capacités de travail, son humour, sa motivation, son entrain. Et le grand enjeu, c'est comment on fait pour que les personnes elles-mêmes n'intègrent pas cette identité-là. Et vous l'avez évoqué en réagissant au film. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes ne parlent pas parce qu'elles ont peur du regard, à juste titre, que l'on va porter sur elles, et qu'elles ont elles-mêmes intériorisé ces représentations-là. Et moi, ça me frappait au Clubhouse de voir des gens qui, quelque part, revenaient d'entretien en me disant « Ben non, je n'ai pas été embauchée, mais quelque part, je les comprends, parce que c'est vrai qu'ils sont tous très compétents dans cette entreprise, et moi, j'ai un peu moins d'expérience, j'ai quand même pas travaillé pendant 5 ans, et qui se sont identifiés à une image dévalorisée de leur personne et de leur capacité de travail. Et l'expérience, en plus du soin en psychiatrie, souvent entraîne une grande perte de confiance en soi et d'estime de soi. Donc les deux mis ensemble, eh ben, effectivement, on a des personnes qui se taisent, qui se cachent ou qui s'auto-stigmatisent et qui elles-mêmes se résument à leur maladie. Comme petite anecdote, au Clubhouse, c'est un lieu qui est non médicalisé et où les personnes viennent parce qu'elles deviennent en fait bénévoles du club en disant ben, « moi je vais donner un coup de main pour faire la cuisine, moi je sais faire du graphisme, je peux vous aider sur la communication ». Et donc quand elles viennent, on leur dit « qu'est-ce que tu sais faire ?» Et la première chose qu'elles font en général, c'est de se présenter en disant ben, « bonjour, moi je suis schizophrène, ça fait tant d'années que je suis malade et je prends tel traitement et je suis suivie à tel endroit ». Et elles ont complètement intériorisé une identité de malade. Et l'enjeu, c'est sortir de l'identité de malade pour retrouver une identité sociale et citoyenne qui vit avec des troubles psychiques et qui donc doit mettre en place un certain nombre de stratégies. Et tout ça, c'est le parcours en fait du rétablissement. Est-ce que vous avez des questions ou des points par rapport à ces aspects-là ? Est-ce que vous voulez réagir peut-être et partager vos expériences ? Moi, j'aimerais bien réagir sur ces croyances bipolaires, dépression, schizophrénie. Ça démarre comment ? C'est-à-dire, on est bipolaire suite à quoi ? Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a des éléments déclencheurs, c'est ça ? Est-ce que... Avant de trouver une mise en œuvre pour intégrer ces gens-là, il faudrait comprendre déjà le pourquoi. Pourquoi cette situation de santé difficile ? Je me fais peut-être pas bien comprendre. Si. Oui. Moi, j'aurais besoin de comprendre... Si on me dit, bon, c'est dans les gènes, ou si on me dit, bon, il y a eu des gros problèmes, est-ce qu'il y a des cancers, ok, ça y est, donc je peux démarrer. D'accord. Oui. Un élément de compréhension pour tout emboîter. D'accord. Alors, je réfléchis en même temps parce qu'elle est difficile, votre question. Et je vais vous faire une réponse qui va peut-être pas vous satisfaire, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas capable d'expliquer l'étiologie et la causalité de ces pathologies-là. Ce que l'on sait néanmoins, c'est qu'il y a
alors les psychiatres disent qu'il y a une dimension biopsychosociale des pathologies. Bon, après, pour toutes les pathologies, en fait, il y a une dimension biopsychosociale. On a des prédispositions génétiques, notamment héréditaires, qui sont très claires dans le cas des maladies mentales. Et puis, il y a des parcours de vie. Il y a des alchimies vraisemblablement neuronales et des compétences, des synapses plus ou moins performantes et des circuits plus ou moins en bon état, qui fonctionnent plus ou moins bien, plus ou moins vite, plus ou moins... Et puis, il y a là où l'on est, l'éducation que l'on va recevoir, la situation sociale dans laquelle on va grandir. Donc, tout ça, il y a une espèce d'alchimie, justement, entre ces trois dimensions qui fait que on tombe malade ou pas, la maladie va... On va décompenser dans la maladie ou pas. Il y a plein de gens qui ont des prédispositions et qui ne tombent jamais dans la maladie. Mais j'ai envie de dire, sur plein de pathologies, là, on parlait dans le train en venant, sur les allergies, par exemple, on peut faire des tests où vous allez être allergique à un aliment. En fait, ça veut dire que vous n'êtes pas allergique à l'aliment quand vous l'ingérez. En fait, vous avez une prédisposition et vous pouvez avoir 1 an en faisant ce test-là et vous serez allergique à 40 ans. Et on ne sait pas dire pourquoi l'allergie va se déclarer ou pas. Sur les maladies psychiatriques, on a les mêmes problématiques. Il y a peut-être 2 points qui peuvent être éclairants également par rapport à ça. C'est qu'il y a des facteurs qui sont vraisemblablement déclencheurs et des moments de la vie qui sont critiques. Il y a un moment très clair de la vie qui est assez critique, c'est la fin des études et l'entrée dans la vie professionnelle. Et on dit souvent les maladies arrivent quand on est jeune adulte, fin de l'enfance. Et effectivement, ce moment, vraisemblablement, du passage de statut d'enfant et étudiant à la vie professionnelle est un moment à risque quand on a des prédispositions. Deuxième chose, la prise de toxiques augmente considérablement les risques de décompensation, et notamment le fait de fumer du cannabis à l'adolescence, et très souvent, en tout cas, génère un risque majeur de décompensation. Voilà. Je ne sais pas si ça répond en partie à vos interrogations. Du coup, peut-être entrer un peu plus sur les contours du handicap psychique. Genre, en même temps, oui. À quoi ça sert de savoir ce qui a déclenché? Voilà. Parce qu'une autre pathologie, quelqu'un qui est diabétique ou qui a un cancer, on va pas oui. lui demander qu'est-ce qui a déclenché ça, oui. et ça va, oui. ça va pas nous aider par la suite dans le maintien de l'emploi. Si, dans la compréhension, si. Est-ce qu'on a vraiment besoin? Alors là, je pense que Madame Leclerc, c'est pas pour accompagner la personne, c'est plus elle qui a besoin, Oui. peut-être plus pour être à titre personnel, pour comprendre comment que ça peut arriver, comment que ça peut évoluer. Je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment pour accompagner un de ses agents qu'elle posait la question, mais c'est plus elle, une interrogation qu'on peut avoir légitimement sur quelque chose pour comprendre et se dire « Ah ben tiens, ok, c'est une clé que j'ai, que je n'utiliserai probablement jamais, mais qui me permet, moi, peut-être d'être rassurée quand je vais répondre à la personne, en me disant que peut-être que ce mot-là que je vais employer peut être un mot qui va être problématique et je vais peut-être pas l'utiliser, et ainsi de suite. » Je pense que c'était plus là l'objet de la question qu'une curiosité. On ne va pas demander à une personne qui a un cancer, ou une personne diabétique, c'est probablement qu'elle a mangé trop de sucre quand elle était petit. Non, c'est idiot, parce que c'est malheureusement pas comme ça que ça se développe. Moi, je le perçois plus comme ça, votre intervention, Madame Leclerc. Après... Je dirais parce que justement dans la maladie mentale, il y a quelque chose de mystérieux. Et le fait, les explications que vous donnez, ça objectif, ça enlève du mystère. Il n'y a pas, dans le diabète, dans le cancer, il n'y a pas ce côté mystérieux. C'est la même chose? Ben non, c'est pas justement ça. Enfin, on devrait c'est considérer plus méconnu, en fait, c'est plus ça.
plus que le mystère, je parlerais plus de méconnaissance. On est peut-être plus armé face à... C'est pour ça les troubles psy, c'est quand même difficile à suivre en matière de handicap par rapport à des fauteuils roulants, à des personnes qui sont amputées, parce qu'on en a vu, on le voit. L'handicap psy, c'est quelque chose d'invisible, et extérieurement parlant, on pourrait se dire que la personne, elle est normale. Je mets bien des guillemets à normale, parce que qu'est-ce que la normalité ? Et en fait, c'est plus une méconnaissance. C'est vrai qu'il y en a tellement, et c'est des domaines qu'on ne connaît pas, parce que les gens n'en parlent pas, parce que les médias utilisent des termes à tort et parfois à raison, et du coup on ne sait plus où trier. Et puis en plus, on n'est pas tous psychologues ou chercheurs, et on ne va pas aller tous lire des livres dans ce domaine-là pour nous éclairer. Et c'est vrai qu'il y a peut-être un côté d'une vraie méconnaissance de cet handicap-là. Moi, je rejoindrais quand même Isabelle Périllon. Il y a quand même un petit danger, parce qu'on voit bien ce qui est en train de se faire dans notre esprit. Alors, on se dit, tiens, dans le fond, il y a deux cas. Alors, il y a la fin des études d'entrée dans la vie professionnelle, on refuse de passer dans la vie adulte. Bon, ça signifie quoi ? Vous voyez, dans notre esprit, tout de suite, on est potentiellement en train de construire. Nous, on a juste dit qu'effectivement, ça pouvait se jouer parfois, souvent, à cette période-là. On n'a pas dit que tous ceux qui étaient aujourd'hui en souffrance psychique avaient eu des difficultés à passer de la vie professionnelle. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, cannabis. Toute personne qui n'aurait-elle pas fumé du cannabis, c'est quand même bien fait pour elle, parce que maintenant, elle nous demande de payer ce qu'elle n'a pas été capable de faire. Enfin, vous voyez, je vais plus loin, évidemment, mais en fait, quand on commence à construire des relations de cause à effet, on se rassure peut-être, mais en même temps, on n'est pas en face de l'individu. On crée de la distance avec l'individu en le mettant dans un cas commun, et donc du coup on est en train de réduire encore la représentation qu'on peut avoir de lui. Et donc là il y a un vrai danger. Alors c'est important de savoir qu'il peut y avoir des causes favorisantes, mais il faut faire très très attention à ne pas altérer notre jugement, notre discernement sur le fait que la relation de causalité, elle est statistique essentiellement, et puis qu'après... Sur les moments à risque, justement, on parle de fin d'études de vie professionnelle. Est-ce qu'on a essayé de comprendre pourquoi ce moment-là ? C'est-à-dire, est-ce que c'est le changement ? Est-ce que c'est la peur, l'inconnu, la nouveauté d'un nouveau cadre de vie Est-ce que c'est ça au fond ? Et est-ce que ça pourrait être un autre moment qui nous mettrait dans la même situation ? Alors, je voudrais pas vous dire de rentrer dans le détail de ce sujet-là que je connais pas suffisamment. Ce qui est certain, c'est que ce sont des moments de changement et de changement d'identité sociale. Donc, ce sont des moments où il faut se repositionner et où forcément le psychisme est mobilisé et demande une capacité d'adaptation et de repositionnement. Mais je sais pas dans le fin. Je pense qu'il y a eu des travaux là-dessus. Je sais qu'il y a des grandes écoles notamment qui ont mené des réflexions, des études. Sur la vie professionnelle, par exemple, il y a des choses qui existent là-dessus. Oui, pareil, exactement. Sur la fin de vie professionnelle, il y a des travaux qui sont menés sur les parcours des personnes et le changement que ça représente et la déstabilisation. Mais je ne suis pas assez experte du sujet et je n'ai pas assez creusé pour vous donner dans le fin comment ça peut se traduire et qu'est-ce que ça signifie et de quoi ça parle. Du coup, pour rebondir effectivement sur ce qu'on se disait, l'objectif, c'est pas tellement de vous faire un tableau clinique des pathologies, et puis je serai ni compétente pour ça, ni légitime, de vous parler des différentes pathologies, et vous comprendrez par la suite pourquoi, effectivement, on sent bien qu'on a besoin de connaissances pour faire retomber l'espèce d'inquiétude et de tension qu'il y a autour du sujet, et en même temps, dans nos problématiques qui sont celles du handicap et de l'emploi, les pathologies en elles-mêmes ne nous parlent pas beaucoup de ce que vivent les personnes en fait. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est ce qu'elles vivent dans leur quotidien professionnel. Néanmoins, sachez que ce que l'on met sous l'étiquette handicap psychique, qui est une étiquette qui n'a aucune valeur juridique, scientifique, conceptuelle, qui est plutôt une étiquette de confort de communication, de langage que l'on a petit à petit à la suite de 2005 construite de manière un peu pragmatique. Et dans le langage courant, ce qu'on met derrière handicap psychique, c'est toutes les situations de handicap dont la cause à l'origine est liée à un trouble traité par la psychiatrie. Donc une fois qu'on a dit ça, en psychiatrie,
vous pouvez témoigner, il y a une diversité et une palette de pathologies extrêmement large qui va, on l'a évoqué, de la bipolarité à la dépression sévère, aux troubles anxieux, aux troubles obsessionnels compulsifs. Voilà, je ne vais pas vous faire un inventaire à la Prévert, mais sachez que voilà, potentiellement, toutes ces pathologies peuvent générer des situations de handicap et qu'on mettra sous l'étiquette handicap psychique. Ce qui nous intéresse, nous, ce n'est pas tellement les troubles en eux-mêmes, c'est est-ce qu'il y a une sévérité, une répétition et une durabilité qui entraînent du handicap. Parce qu'évidemment que la dépression passagère, saisonnière, qui va nécessiter de poser quelques jours de RTT, de prendre un peu de vacances, d'aller voir un psychiatre pour avoir un traitement ponctuel, ne génère pas du handicap. On n'est pas dans une perte d'autonomie, on n'est pas dans une problématique de limitation de sa participation. C'est si cette dépression-là se répète, dure dans le temps, et fait que la personne n'arrive plus à se lever 1 jour, 2 jours, 3 jours, puis 1 mois, puis 2 mois, perd l'appétit, perd le goût de vivre, les envies, que petit à petit, on va pouvoir se dire éventuellement on va être dans une problématique de handicap parce que la personne est gênée dans son quotidien. Donc attention, c'est pas parce qu'on a un trouble psychique que l'on est... Alors, auprès de vous, vous êtes suffisamment calé sur le sujet, mais c'est vrai que c'est un petit dérapage qu'on peut entendre quelque part, de dire non mais vous êtes gentil, on a tous des moments de blues, et notamment quand on parle des pathologies, finalement de se dire on a tous une santé mentale qui change, qui varie, et donc en fait on est tous handicapés psychiques. Non. On n'a pas tous besoin d'aide, on n'a pas tous besoin d'être accompagnés, on n'est pas tous limités dans notre autonomie et notre quotidien. Par ailleurs, la loi de 2005, elle a finalement généré cette notion de handicap psychique, pas tellement parce qu'elle a écrit le handicap psychique dans la loi, en fait, c'est pas écrit en tant que tel, mais parce qu'elle a reconnu les troubles psychiques comme pouvant être à l'origine d'un handicap. Pourquoi ça a été si important et pourquoi on a dit la loi de 2005, elle a reconnu le handicap? C'est parce qu'elle a surtout reconnu que les personnes qui vivaient avec des troubles psychiques avaient des besoins en termes de compensation, d'aide et d'accompagnement qui n'étaient pas forcément les mêmes que les besoins des personnes qui ont un handicap moteur sensoriel. Ça paraît une évidence, mais en fait... intellectuel et cognitif. Or, avant la loi de 2005, il y avait un espèce d'amalgame qui était le handicap mental, dans lequel on mettait en œuvre des dispositifs de façon un peu indifférenciée entre des personnes qui avaient une déficience intellectuelle qui générait du handicap et des personnes qui avaient des maladies mentales et qui les mettaient en situation de handicap également. Donc, évidemment qu'avant la loi de 2005, les personnes pouvaient bénéficier des dispositifs d'aide du handicap, mais par contre, en termes de réponse, et notamment des politiques publiques et des dispositifs, c'était pas très adapté. Et la loi de 2005, elle a notamment créé tous les services de type SAVS, SAMSA et groupes d'entraide mutuelle, en se disant que ce sont des services d'accompagnement, d'aide à la vie quotidienne, qui sont essentiels pour les personnes qui ont des troubles psychiques, parce que notamment, on sait qu'il y a des problématiques d'accès au logement très forts et d'isolement très importants pour ces personnes. Cependant, par rapport au schéma du handicap, ce dont on s'aperçoit, c'est que le handicap psychique, il vient un peu bousculer nos manières de penser. Quand on est sur d'autres types de handicap, et je pense que vous le vivez tous les jours dans vos métiers, le schéma du handicap qui serait de dire il y a un problème de santé au départ qui va générer une déficience qui elle-même va entraîner une limitation de la capacité à faire un certain nombre d'activités et qui du coup va avoir une répercussion sur ma participation sociale et tout ça
mis en résonance avec une dimension environnementale et les facteurs personnels, ce schéma-là, on arrive assez bien à le suivre sur, par exemple, si on prend un problème d'audition. J'ai une otospongiose, ça va entraîner une perte d'audition sur certaines fréquences, qui va faire que je vais avoir des difficultés à entendre et à capter un certain nombre d'informations et à être en dialogue oral avec mon interlocuteur et qui du coup va me gêner dans mon autonomie. Génial. Et qui du coup va me gêner dans mon autonomie à certains moments en tout cas, parce que par exemple je ne pourrais pas participer à une réunion où il y a 10 personnes et où tout le monde parle en même temps et ne fait pas attention parce que finalement et tout ça va être croisé avec les facteurs personnels, c'est-à-dire est-ce que j'ai pris conscience que j'avais une perte d'audition, est-ce que j'ai mis en place des stratégies de compensation, est-ce que j'ai fait un travail avec un orthophoniste pour apprendre à lire sur les lèvres, est-ce que je donne des consignes à mes interlocuteurs en leur disant peut-être que vous pouvez ne pas vous mettre à contre-jour pour que moi je puisse mieux lire sur vos lèvres. Et puis les facteurs environnementaux. Si la réunion il y a 10 personnes et tout le monde parle en même temps, je suis beaucoup plus gênée. Si on est 3 et que tout le monde fait attention et qu'on se met tous les uns en face des autres, ça va très bien se passer. Donc ce chemin-là, voilà, on peut le faire et c'est relativement clair. Dans le cadre des troubles psychiques, ce chemin-là, il est beaucoup moins évident. Et la différence entre le problème de santé, le passage à une déficience, à une limitation d'activité et alors de participation, tout ça, il y a une espèce de flou. Et on n'a jamais parlé des pathologies dans ces termes-là. C'est-à-dire qu'autant on a développé un savoir très précis, il y a des laboratoires de recherche qui ont créé des grilles de lecture, d'analyse, d'évaluation du handicap sur tous les autres types de handicap, autant les grilles qu'on pourrait avoir à partir de ce schéma-là sont en train d'être travaillées dans le champ du handicap psychique. Donc effectivement, on n'a pas de référentiel et donc on n'a pas de lecture de pensée par rapport à ça. Et puis, autre problème, c'est quand même la dimension environnementale qui est hyper importante dans les situations de handicap et qu'on se représente très bien pour la personne en fauteuil roulant, par exemple. Si elle a des rampes d'accès partout et des portes suffisamment larges, elle va trouver une vraie autonomie et ça va quasiment plus être un sujet. Qu'est-ce que c'est l'environnement dans le cadre des troubles psychiques et des maladies mentales? Eh bien, l'environnement, c'est ce qui fait société et donc c'est toutes les représentations sociales, notamment, qui construisent notre vision du sujet et du monde, et donc nos attitudes et comportements vis-à-vis de la personne. D'où cet enjeu-là, qui n'est pas simple, et qui fait que lorsque l'on réfléchit aux accompagnements et aux aménagements de poste, de la même façon que ça va être une évidence pour un handicap moteur de se dire il faut qu'on regarde nos locaux, comment ils sont conçus. Et bien sur le handicap psychique, ça suppose que l'on aille à chaque fois regarder finalement l'environnement de travail, il a quelle compréhension du sujet, il a quelle connaissance, il a quelle représentation sociale et comment j'agis dessus également. Alors, du coup, par rapport à ces limitations d'activité, néanmoins, moi j'ai retrouvé des éléments qui ont été, des supports qui ont été travaillés notamment au Canada sur comment ça se traduit en termes de limitation d'activité, ces situations de handicap. Alors, la première limitation finalement, et qui est un vrai enjeu dans le monde du travail, c'est la difficulté pour les personnes à entreprendre, à faire des projets, et l'un de vous a évoqué l'avenir demain. C'est-à-dire qu'en fait, ce passage de moment présent à qu'est-ce qu'on va faire demain et qu'est-ce qu'il faut mettre en place maintenant pour que des choses se passent demain, c'est vrai qu'on le constate souvent. Alors c'est toujours la même chose, c'est pas pour tout le monde tout le temps, mais c'est souvent une vraie difficulté.
Et du coup, ça pose des difficultés à se projeter. Et ça paraît anodin, mais dans le monde du travail, où on est quand même souvent sollicité, soit pour anticiper un certain nombre de choses, organiser, planifier notre travail, parce qu'on a une multitude de tâches à faire, et donc il faut avoir une vraie capacité d'anticipation et de projection. D'ailleurs, souvent des aménagements, ça peut porter là-dessus, d'aider la personne à planifier son travail, ou bien organiser son travail pour qu'elle ait des tâches à la journée, par exemple. Mais c'est aussi, à plus grande échelle, gérer sa carrière, en fait. C'est-à-dire que du coup, les injonctions qui seraient de dire il faut être capable de changer de métier tous les deux, enfin en tout cas de changer de poste tous les 2-3 ans, de se former, d'évoluer, de ne pas rester à la même place, c'est souvent des injonctions assez, qui mettent les personnes dans des situations assez inconfortables. Deuxième point, il y a la difficulté à prendre soin de soi et à entretenir son espace personnel. Alors, je les mets ensemble parce que dans l'emploi, ça va souvent se traduire plutôt par la difficulté à prendre soin de soi. Et souvent, derrière, en fait, il y a la difficulté à entretenir son espace personnel. Et c'est vrai que parfois, il y a des périodes où la maladie et la symptomatologie fait que la personne perd conscience d'elle-même et de l'importance qu'elle a à être attentive, à prendre soin de soi, de son hygiène. Et donc, ça peut se traduire par des négligences en termes d'alimentation, de sport ou de rythme de vie. La manière la plus compliquée à gérer pour des situations d'emploi, c'est souvent quand la personne arrête de se laver, a des problèmes d'hygiène. Je pense que vous l'avez déjà rencontré. C'est en fait assez fréquent et on est souvent assez mal à l'aise face à ces situations-là. On ne sait pas comment les aborder et quelquefois, on n'est pas du tout sur une lecture en termes de problématique de handicap en fait. On se dit juste, il y a quelqu'un qui ne se lave pas. Et moi, ça m'est arrivé d'intervenir dans des entreprises où il y avait un collectif de travail dans une souffrance extrême qui ne disait rien à leurs collègues et qui en fait tenaient cette situation depuis des années et ne se sentaient eux pas reconnus dans leurs difficultés et ça avait créé une crispation énorme au niveau du service. Donc ça, et c'est souvent la partie visible des problématiques de handicap liées à des troubles psychiques, c'est parfois par cette entrée-là que vous pouvez être mobilisé. Quatrième point, c'est la difficulté à entrer en relation avec autrui, c'est-à-dire, alors il y a tous les aspects de timidité, d'inquiétude et d'angoisse qui fait qu'on n'ose pas aller vers l'autre que l'on ne connaît pas, mais c'est aussi adopter un comportement adapté dans la relation. On passe notre vie, sans s'en apercevoir, à décoder dans les interactions entre deux individus, à décoder un certain nombre d'attendus comportementaux et on s'adapte en fonction de la personne que l'on a en face de soi. Pour vous donner un exemple, quand vous allez passer un entretien d'embauche, si vous allez passer un entretien d'embauche chez IBM à La Défense ou chez Publicis avenue des Champs-Élysées, vous ne mettrez certainement pas la même tenue vestimentaire. Vous allez faire attention à ce que vous allez mettre. Normalement, si vous allez chez IBM à La Défense, vous allez adopter une tenue relativement sombre, sobre, et en général une veste de costume ou de... Si vous allez chez Publicis à La Défense, vous allez peut-être... Et si vous êtes un homme, vous mettrez sûrement une cravate. Si vous allez chez Publicis à La Défense, oh, c'est gentil, merci beaucoup. Vous allez peut-être mettre une veste, mais vous allez déboutonner votre chemise et vous ne mettrez pas de cravate. Si vous êtes une femme, peut-être que vous allez mettre une jupe. Et sans s'en apercevoir, on est en permanence en train d'adapter nos comportements à ce que l'on se représente des attendus comportementaux. Et dans le monde du travail, c'est le quotidien.
C'est-à-dire que vous voyez entrer un chef, vous ne savez pas très bien qui c'est, dans le bureau, il passe dans le couloir, vous allez adopter le vouvoiement. Par contre, la collègue de votre collègue, que vous ne connaissez pas tellement en plus, mais qui tutoie votre collègue de bureau, vous allez la tutoyer plus facilement et plus naturellement. Et c'est vrai que lorsqu'on a des troubles psychiques, une des difficultés, c'est parfois de réussir à décoder tous ces attendus comportementaux et d'adopter le bon comportement en réponse à ça. Et en fait, le monde du travail est pétri d'attitudes normées. Et donc, les personnes peuvent être vues comme n'étant pas dans la norme, effectivement, étant dans une forme de déviance. Je donne souvent cet exemple parce qu'il m'a tellement frappée que j'étais chez IBM et on m'a parlé d'une situation, mais très préoccupante pour eux, très compliquée, qu'ils ne savaient pas du tout comment aborder parce qu'il y avait une personne, une de leurs consultantes, très compétente, une femme brillante, qui, quand elle n'allait pas bien, se mettait à s'habiller en fluo. Et chez IBM, c'est très compliqué d'accepter qu'il y ait un collaborateur qui s'habille en fluo. Derrière, en fait, elle avait bien d'autres problèmes qui se manifestaient à ce moment-là. Mais pour eux, le point de crispation, c'était ça. Et puis, ils nous disaient, mais vous vous rendez compte, elle va chez les clients en fluo et habillée. Et de l'extérieur, ça paraissait extrêmement risible. Mais c'est vrai que dans le monde du travail, c'était vu comme une déviance. Et à partir du moment où on était capable de dire, attendez, là, vous le voyez que comme... Alors du coup, en plus, c'était même interprété comme une espèce de défiance. C'est-à-dire qu'elle nous défie, c'est de la provocation, elle nous manipule, parce qu'il y a des moments où elle est tout à fait capable de... Et à partir du moment où elle était capable de dire, mais ouais, ça peut être une des manifestations d'une problématique de handicap et de santé, et qui se traduit comme ça, et on ne perçoit plus. Pareil, les personnes qui tout d'un coup deviennent hyper familières avec leur supérieur, et qui leur racontent leurs soirées alcoolisées jusqu'à 5h du matin et qui parlent de leur vie privée, de leur vie amoureuse, de leur vie sexuelle et de toute façon, tout d'un coup, de façon totalement inadaptée par rapport à la situation dans le collectif de travail. Et donc avec ces situations-là, on est bien mal à l'aise. Souvent, on va vous dire, mais c'est bizarre, je ne sais pas trop, la personne, elle est un peu bizarre. Et effectivement, on n'a pas de mots, en fait. On ne sait pas dans quel registre le mettre, à part de pouvoir dire qu'on est mal à l'aise et qu'on trouve ça bizarre. Et puis, il y a une difficulté parfois à réprimer son hostilité dans les relations. C'est-à-dire que toutes les vexations, toutes les difficultés qu'on peut rencontrer tous dans nos vies professionnelles, les désaccords, parfois les difficultés, on n'a pas réussi à faire quelque chose, vont parfois être mal vécus et se traduire par des comportements, pour le coup, qui peuvent être parfois un peu agressifs, un peu violents ou surréagir. C'est aussi, moi je travaille régulièrement avec une personne, on intervient avec une personne qui a des troubles psychiques, on intervient en entreprise pour sensibiliser et on travaille ensemble et régulièrement ça m'arrive par exemple de lui envoyer un mail rapidement en disant c'est ok pour demain, c'est super, on va... Et puis en fait comme j'ai pas mis les formes pour lui dire mais tu peux peut-être modifier ça dans ton intervention. Tout d'un coup, j'ai un texto à 11h du soir qui me dit je suis super inquiète, j'ai l'impression que tu n'aimes pas du tout ce que j'ai travaillé et est-ce que tu es en colère contre moi, par exemple. Et je vois bien, elle surinterprète, elle surréagit aux moindres remarques qu'éventuellement je peux lui faire. Donc, il faut tout le temps que je sois vigilante. Et alors, heureusement, on se connaît bien et elle peut me le dire, j'ai un coup de stress et on réadapte. Mais c'est vrai que ça demande d'avoir un bon échange et elle a pu être en conflit avec des personnes ou en difficulté parce qu'elle ne vivait pas bien et elle n'arrivait pas à le communiquer à la personne en face d'elle. Et puis, dernier point qui génère souvent des vraies problématiques de handicap, c'est la difficulté à percevoir la difficulté à percevoir ces difficultés et du coup le besoin d'aide. C'est-à-dire que par définition, les troubles psychiques entraînent une phase de déni, mais qui est un déni salvateur aussi, j'ai envie de dire. C'est-à-dire notre inconscient, il fonctionne aussi plutôt pas mal et il commence par dire non mais en fait tout va bien. Et heureusement que
on a tous ce mécanisme-là qui peut se mettre en route assez bien, c'est-à-dire dans un mécanisme de défense. Sauf que la difficulté, c'est de sortir de ce mécanisme-là pour pouvoir être dans une phase de reconnaissance qui est de dire « Ah, mais là, en fait, je suis en difficulté. » Et la grande problématique, et je pense que c'est pareil, c'est des choses que vous avez dû rencontrer, vous, dans vos métiers, c'est la personne qui ne va pas bien et qui est totalement dans le déni de ses difficultés. Donc, ce n'est pas uniquement je ne perçois pas mes difficultés, mais je suis totalement dans le déni de ce qui est en train de se passer et une incapacité à voir que j'ai un comportement totalement inadapté, que mes propos sont incohérents et que la personne en face de moi me donne des signaux que je n'arrive pas à prendre, à saisir ou à capter. Et du coup, c'est vrai que dans ces situations de déni, là, pour le coup, on est face à une vraie complexité parce qu'il va falloir mettre en place une vraie stratégie d'accompagnement qui est un accompagnement sans l'accord de la personne. Donc, tout seul, en général, on n'y arrive pas. Il faut mobiliser des appuis en interne, en externe, parce qu'on ne peut pas tout seul accompagner une personne qui est dans le déni à reconnaître ses difficultés et le confronter à ses limites et ses problèmes. Est-ce que vous voulez peut-être réagir à cette dimension-là et est-ce que vous avez des exemples? Parce que je sais que c'est quand même un point... Ça renvoie à la question de la temporalité dans l'accompagnement. Oui, tout à fait. Parce que Tout à fait. Pressé, on Oui. voudrait que la personne adhère tout de suite. Oui. Et si on ne respecte pas une temporalité, Oui. on ne va pas le résoudre. On est d'accord. Tout à fait. On a une situation au CNRS, il y a plusieurs situations, mais une où quelqu'un était dans le déni et était sur un poste qui désorganisait complètement le laboratoire, sur un poste informatique. Et en fait, on s'est mis à plusieurs dans cet accompagnement et on a essayé de respecter le rythme de cette personne, ne serait-ce que pour qu'on arrive à déposer une demande de QTH. Voilà, parce que la pathologie n'était pas enregistrée au titre du handicap. Et justement, j'ai été intéressée par cette nouvelle mesure d'emploi Accompagné. Voilà, qui arrive. Et c'est un texte de 2017, mais comment on va s'en saisir dans la fonction publique, sachant que ça a commencé dans le privé, comment on va faire pour maintenir dans l'emploi, alors pas dans l'emploi dans lequel sont les gens, parce qu'il faut aussi en même temps accompagner le collectif qui, lui, trouve son travail désorganisé par ça, et tout en prenant soin de la personne. Donc, tout à fait. Cette question de la temporalité, et puis de ne pas rester seul sur les situations de détresse multiple. Donc, le directeur d'unité pour mon cas, l'agent, je pense que sur les problématiques psychiques, curieusement, si on met l'agent en dehors, on contribue à ramener de la perturbation, parce que c'est pas clair de faire les choses en coulisses. Il faut absolument que, et c'est tout à fait possible, même si on a peur de le faire, de réunir l'agent, son responsable, le médecin de prévention, le référent handicap, les RH, et de dire voilà où on en est, il y a des problèmes, mais il y a aussi des ressources, qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc. Jamais rester seul. Je partage tout à fait vos observations et par rapport à l'emploi accompagné, c'est exactement la philosophie de ce nouveau dispositif, c'est de dire on arrête de limiter dans le temps les accompagnements parce qu'on se met en échec en fait. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des temporalités qui sont extrêmement variables. Il y a un espèce de temps incompressible sur lequel parfois on ne peut pas jouer. Et puis, en fait, il y a une variabilité
qui fait qu'on ne sait pas dans quelle temporalité ça va se passer. Et pour vous donner un exemple, moi j'ai compris ça de manière puissante au Clubhouse, où les gens qui rentrent dans le Clubhouse sont membres à vie du Clubhouse. Et moi, venant de l'extérieur, je me suis dit, mais c'est épouvantable. On parle d'insertion, d'inclusion, de participation sociale. Et là, on est en train de leur dire, mais tu vas être membre à vie d'une structure spécialisée pour personnes handicapées psychiques. Et en fait, j'ai compris que c'était parce qu'il y avait cette dimension de la vie, de l'échelle de la vie, que les personnes arrivaient à sortir du Clubhouse et ce qui se passe autre chose. Parce qu'en fait, ça devient un outil au service de leur parcours de vie. Parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir y revenir, quoi qu'il arrive, s'il y a besoin. Et donc, je ne perds pas ma place. Donc, il y a des moments où j'ai besoin plus du Clubhouse et de m'appuyer dessus. Et puis, il y a des moments où j'en ai moins besoin. Et donc, ça fait moins partie de mon quotidien. Et ce qui me paraissait très angoissant, en fait, j'ai compris que c'était un vrai levier. Et l'emploi accompagné, c'est la même chose. L'emploi accompagné, il y a des moments où j'ai un besoin plus d'être accompagné, tant mieux. J'en ai moins besoin, mais ça ne veut pas dire que plus tard, j'en aurai pas à nouveau besoin. Et c'est ça qui est structurant, qui est sécurisant pour tout le monde. Et puis, deuxième point, c'est effectivement remettre la personne, on dit souvent, mettre la personne au centre du dispositif. En fait, on s'aperçoit qu'il y a un cercle d'acteurs, et puis la personne, elle est au centre, mais en fait, elle est toute seule. Et on réfléchit très bien, tous ensemble, autour de la personne. Et l'emploi accompagné, c'est cette énergie-là. C'est de dire, effectivement, il faut mobiliser les gens sur, qu'est-ce qu'ils proposent, qu'est-ce qu'ils ont comme idée, faire avec eux et de ne pas partir de ce que nous, on considère comme étant bon pour eux. C'est pas facile, c'est pas classique comme approche, c'est pas dans nos schémas de pensée en fait. Et moi, pour l'avoir vécu, parfois, c'est beaucoup plus facile de faire à la place d'eux qu'avec. Et néanmoins, ce que l'on voit dans les études qui ont évalué ces dispositifs-là, c'est que c'est là où on gagne en efficacité parce qu'en fait, effectivement, on actionne d'autres leviers qui sont la motivation, la mobilisation, la personne devient partie prenante et donc on arrive à avoir des parcours beaucoup plus de réussite, beaucoup plus pérennes et satisfaisants pour tout le monde. Alors, juste une parenthèse rapide sur l'emploi accompagné. Sur la région Centre-Val de Loire, c'est en expérimentation, enfin sur l'ensemble de la France, c'est en expérimentation. Donc juste dans notre région, il n'y a que le 45, le 41 et le bassin d'emploi Tourangeau, donc une petite partie du 37, où ces emplois-là existent dans le public. Ça sera étendu à partir de 2019, mais pour l'instant, c'est pas dans tous les départements. Je pense au 28, au 18, si vous envisagez ces solutions-là, pour l'instant, vous ne pouvez pas. Voilà, Calme-les. C'est bien, c'est bien. Si, on peut, mais c'est pas encore c'est pas encore déployé sur certains départements. Sur le 28, il y a un dispositif. Non, c'est 28, oui, c'est 28, 45 et 37 pour tout. Voilà. Donc, là où c'est déployé aujourd'hui, on peut vous le faire. pouvez, tout à fait, oui. Tu vas dire deux mots sur ce qu'est l'emploi accompagné pour aussi. C'est un dispositif qui est entré en vigueur en fin d'année dernière, donc qui est opérationnel depuis le 1er janvier 2018, donc pour lesquels sont pilotes la GFIP, le FIP, l'ARS et la Directe. Donc on se réunit en copie assez régulièrement et on a auditionné les différents prestataires qui ont postulé, qui ont été retenus sur les marchés. On a associé aussi la MDPH, donc la MDPH sont partie prenante, puisqu'en fait il y a une orientation MDPH, où on va vous dire Madame Untel ou Monsieur Untel peut travailler en milieu ordinaire, mais doit être dans un dispositif d'emploi accompagné. Et là, ça bascule auprès de ces associations qui ont été retenues, auprès de ces prestataires qui ont été retenus. Et donc du coup, il y aura un accompagnement qui peut durer de 1 à 3, 4, 5, 6 mois, voire plus, pour permettre à une personne en handicap psychique, essentiellement, d'intégrer la fonction publique ou privée. Pour l'instant, on a des quotas de financés, donc on ne peut pas en avoir pléthore, mais c'est un dispositif qui va monter en puissance en tout cas. Je vais juste donner peut-être une illustration, mais ça n'est qu'une illustration. Et globalement, les prestataires, la plupart du temps,
Il propose que quand il y a une mise en place, en poste plus exactement, il y a un accompagnement qui se fasse physiquement, c'est-à-dire qu'ils vont, ils voient avec l'équipe, ils travaillent, etc. Et puis ils sont là très très présents, quasiment au quotidien, pour faire parler les personnes en situation d'emploi, qui rentrent en emploi. Et voilà. Et en fait, ils observent tous qu'il y a certaines problématiques qui sont des problématiques organisationnelles, des problématiques d'angoisse, des problématiques de stress, etc., qui nécessitent de parler, mais qui nécessitent aussi parfois de jouer la médiation avec d'autres, en disant voilà ce qui est en train de se jouer. Et puis progressivement, en fait, les personnes rentrent dans leur poste, les équipes sont habituées à ce qu'il y a un certain nombre de choses. Donc la pression qui, en fait, crée les déclenchements de comportements un peu inadaptés, entre guillemets, sont de moins en moins présents. Et l'emploi accompagné peut continuer avec, alors ensuite petit à petit ça s'estompe, c'est une fois par semaine, on fait un point, on en est où, etc. La personne a la possibilité d'appeler, il y a une espèce de hotline, entre guillemets, enfin de l'accompagnateur qui répond autant que possible. Mais là où on passait avant quasiment une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure pour arriver à décrypter tout ce qui se passait, ça va petit à petit s'estomper, puis ça va se faire à la demande. Voilà. C'est pour ça que la durée est importante. Il y a toujours ce recours possible, mais qui va être de moins en moins utile, jusqu'à ce que la personne autant que l'équipe, finalement, au bout d'un moment, se trouve en plus grand nombre. C'est juste l'illustration pour que vous compreniez comment ça fonctionne. C'est uniquement pour des personnes qui sont intégrées ou ça peut être aussi Non, pour alors ça peut se jouer aussi dans des personnes. En fait, ce qui se joue la plupart du temps, c'est la pression par rapport à une équipe qui ne comprend pas ou qui n'a pas compris, ou en tout cas pour une nouvelle intégration. Et donc, une personne qui a eu une décompensation importante à un moment dans une équipe va se retrouver avec une trouille. D'abord, en général, quand elle a commencé à voir ça, elle a vu un rejet, et c'est cristallisé un rejet. Enfin, vous savez, le système qui fait qu'à un moment donné, on arrive au reclassement parce qu'on ne sait plus que faire. En fait, probablement, l'emploi accompagné pourrait éviter un certain nombre de situations qui vont jusqu'à l'extrême, où la personne va accumuler les congés, les longues maladies, etc., jusqu'à ce qu'à un moment, on n'ait plus que la solution de la commission de réforme ou du comité médical. Et en l'occurrence, ça va se jouer dans la capacité, effectivement, de dire, maintenant, on va reprendre les choses à la base. On va essayer de traiter réellement quelles sont les sources d'angoisse, etc. Et on va les traiter bien sûr avec l'individu, et en fonction du besoin de l'individu et de son acceptation, on va aussi le traiter avec l'équipe. Voilà. Donc ça peut être du retour à l'emploi, mais ça peut être aussi du reclassement éventuellement dans d'autres services que ceux qui existent déjà, et puis parfois c'est d'ailleurs. Enfin, voilà. Et l'intégration. En emploi à proprement parler. Puis il peut y avoir des dispositifs d'ailleurs de mobilité dont on vous parle beaucoup et dont on reparlera, de mobilité interfonction publique ou mobilité, pourquoi pas dans la même fonction publique mais dans d'autres établissements, qui peut tout à fait utiliser ce genre de choses. C'est-à-dire une situation à un moment donné qui s'est cristallisée quelque part peut tout à fait bien se passer dans un autre lieu si à un moment donné on a mis ce qu'il fallait en place pour l'accompagner. Il faut que les agents soient RQTH. Il faut qu'il y ait une orientation NDPH. Il y a obligatoirement une orientation NDPH. Vous ne pouvez pas en tant que DRH dire tiens j'ai tel agent. C'est pas sur du maintien en emploi, c'est vraiment sur du recrutement ou du reclassement. C'est essentiellement sur du reclassement. Les personnes ne sont pas forcément à même d'avoir la démarche. Et c'est pour ça que la NDPH, on leur a demandé, ils regardent les dossiers, des dossiers qu'ils ont déjà sur des situations pour lesquelles ils ont été alertés soit par les SAMET, soit par le FIP ou la GFI. Donc du coup, vous pouvez faire remonter des informations vous, à la DPH 28, éventuellement, puisque le dispositif il est dans le 28. Sur le nouveau formulaire, il y a, on peut cocher d'ailleurs en oui, pour la NDPH. C'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser les anciens formulaires. Mais normalement, ils ne doivent plus les utiliser. Bon, après, chaque NDPH me dit un peu ce que j'ai envie d'entendre. Alors après, vous avouez que je ne suis pas dans... Le dispositif, il existe, il a été déployé, mais il était en expérimentation dans certains territoires. Donc si en fait on a un peu de recul aujourd'hui, si on le déploie, c'est parce qu'en fait on a vu que ça fonctionnait vraiment incroyablement bien. C'est-à-dire qu'il y avait un taux de quasiment 100% de succès. La plupart du temps, c'est rares sont les échecs suite à un emploi accompagné. Parce que les conditions sont juste réunies. Donc on va s'arrêter maintenant un peu sur les conditions. Mais c'est ça, c'est les conditions relationnelles, c'est les conditions de décompression, entre guillemets, de l'espèce de tension qu'il peut y avoir. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte et qui sont tout à fait significatives de la symptomatologie qui a été évoquée avant. Pour revenir effectivement à la dernière étape du contour du handicap psychique, être au clair avec le fait que, effectivement, c'est pas tellement la maladie en elle-même, même si tous les troubles n'ont pas la même symptomatologie et le même impact, mais en fait, c'est pas tellement le diagnostic en lui-même
il ne vous dit pas grand-chose sur la problématique de handicap qu'il va rencontrer. Une personne qui a des troubles bipolaires, au cours de sa vie, elle va avoir rencontré des problématiques de handicap bien différentes selon si c'est le début de la maladie, si elle connaît sa maladie depuis 20 ans, si elle a des proches qui la soutiennent. Est-ce que ça se manifeste plutôt par des phases dépressives ou des phases de manie? Donc, tout ça, en fait, n'est pas tellement lié au diagnostic en lui-même, ni même tant à la symptomatologie, mais plutôt à un ensemble d'éléments. Et l'idée, c'est que vous puissiez être en vigilance par rapport à ces points-là quand vous êtes en situation d'accompagnement ou en tout cas d'échange avec la personne. Premier point, et on l'a déjà abordé, c'est est-ce que la personne, finalement, connaît ses troubles? Donc, connaître, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce qu'elle a un diagnostic de sa maladie? Non pas, vous ne voulez pas savoir son diagnostic, mais est-ce qu'elle-même, elle s'est fait diagnostiquer? Et je vous dis ça de manière d'autant plus ferme qu'aujourd'hui, il y a une étude qui a été menée qui montre que le diagnostic pour la bipolarité, il est estimé à 8 ans en moyenne. 7, 8, voire sur certaines pathologies, 10 ans. Donc ça veut dire que pendant 8, 10 ans, la personne, elle peut être dans une errance thérapeutique, dans une ignorance un peu particulière à vivre et à gérer. Et donc, c'est vrai que nous, on se dit, mais il faut que les gens soient capables de parler, d'expliquer, de dire. Quand vous avez déjà 10 ans de votre vie où vous êtes malade et qu'on n'a jamais mis un nom sur votre pathologie et vous ne savez pas ce que c'est, et je vous parle de gens qui ne sont pas dans le déni, qui sont suivis par la psychiatrie, mais pour plein de raisons, les médecins n'ont pas mis de nom dessus. Ou il y a une autre problématique, c'est des personnes à qui on dit « Ah, vous êtes bipolaire » et puis 5 ans plus tard « Ah ben non, en fait, vous êtes schizophrène ». Donc en fait, on a des changements de diagnostic dans les vies des patients. Donc ça montre effectivement la difficulté à poser un diagnostic. Ça montre aussi, ça explique les précautions que peuvent prendre les médecins, parce qu'ils ne veulent pas étiqueter leurs malades et on les comprend pourquoi. Néanmoins, ça veut dire que les personnes peuvent vivre dans un espèce de flou médical assez compliqué à gérer. Et donc, si vous avez en face de vous quelqu'un qui a 20 ans de bipolarité, qui connaît ses troubles et qui se connaît dans la manière dont ça va se vivre, une personne avec qui je travaille, elle me dit « Moi, j'ai des signaux. Si je commence à avoir envie de fumer, je sais que pour moi, c'est un signe de début de décompensation. Si mon appétit change, si mon sommeil n'est plus le même, si je me mets à dépenser pas mal d'argent, je sais que pour moi, signaux d'alerte, hop, il faut que je me repose, que je travaille moins, que j'aille revoir mon médecin et que j'ajuste. Elle se connaît hyper bien. Mais il lui a fallu des années avant de développer une forme d'expertise. D'ailleurs, dans le champ de la santé mentale, on parle maintenant de toute la reconnaissance du savoir expérientiel que les patients développent au fur et à mesure des années de la maladie. Deuxième aspect, est-ce que j'ai accepté? Je peux avoir un diagnostic, je peux savoir que j'ai des troubles, avoir éventuellement accepté d'être un peu aidée, mais pour autant, je ne suis pas dans une forme d'acceptation. Et qu'est-ce que ça veut dire être dans une forme d'acceptation? C'est-à-dire se dire qu'il va falloir avoir des stratégies d'ajustement, mettre en place des dispositifs de veille ou de vigilance, et puis accepter ses limites. La personne que j'évoquais dans l'exemple juste avant, ça fait 8 ans qu'elle est très rétablie, qu'elle n'a pas eu de rechute. Elle vient de faire une rechute très importante et elle dit, voilà, finalement, j'étais dans une telle situation de rétablissement que je ne voulais plus accepter mes limites. J'ai plus été vigilante et j'ai oublié que en termes de cadence de travail, par exemple, il fallait que je sois hyper vigilante. J'ai trop travaillé, elle a fait une décompensation sévère et là, elle remet en place un dispositif de veille. Donc, les gens avec qui elle travaille, elle leur a dit, alors, s'il vous plaît, je vous demande ça. Alors, elle contractualise, elle écrit les choses, elle est hyper...
Mais il a fallu qu'à nouveau, elle réaccepte ses propres limites. Alors, on est tous confrontés à ça. Et j'ai envie de dire, c'est de l'hygiène psychique ordinaire. Simplement, les conséquences, elles sont plus ou moins graves pour chacun de nous et plus ou moins importantes. Tout ça pour dire aussi qu'on peut être à des moments de sa vie dans une phase d'acceptation, sortir du déni et puis retomber dedans. Et c'est ça aussi qui est parfois pas évident. Il y a le suivi et les soins, c'est-à-dire en fait au sens large. Hein, quels sont les points d'appui de la personne? Qu'est-ce qu'elle a mis en place comme stratégie thérapeutique au quotidien? C'est sur qui elle s'appuie quand ça ne va pas bien? À qui elle peut parler? Est-ce qu'elle a un projet de soins avec des soignants? Et je ne suis pas en train de dire que c'est forcément des psychiatres. Ça peut être... Il y a des gens qui font ça avec des acupuncteurs, très ponctuellement un psychiatre, mais leur stratégie d'appui, elle va être plutôt sur d'autres professionnels, du médical, du paramédical, de la médecine douce. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'il y ait une vision stratégique. Et inversement, il y a des gens qui vont voir leur psychiatre tous les 3 jours et ils n'ont pas de stratégie de soins. Et là, moi, par exemple, j'accompagne une personne dans une entreprise, on est assez embêté parce que on sent bien que les soins qu'elle a ne sont pas adaptés et en même temps, elle va bien voir son médecin régulièrement qui lui donne des traitements et donc comment on fait pour l'accompagner à ce qu'elle puisse avoir une vraie stratégie où en fait elle est partie prenante qui lui convienne et où elle ne soit pas passive par rapport à ça. Alors, quel type de trouble? C'est vrai qu'il y a certaines manifestations et certaines pathologies qui sont particulièrement frappantes, en tout cas dans le monde du travail. Je pense notamment à toute la symptomatologie liée à la paranoïa, qui est extrêmement compliquée dans les situations d'emploi parce qu'en fait, il y a de la défiance, de la suspicion, et donc le dialogue est extrêmement compliqué avec l'employeur. Donc c'est vrai que dans ces situations-là, parfois, on peut être un peu face à ces limites aussi de dispositifs d'accompagnement pour les personnes handicapées parce qu'il n'y a pas de dialogue en fait. Il n'y a pas de confiance qu'on arrive à établir. Ou en tout cas, ce qu'on voit aussi, c'est qu'est-ce qu'on arrive à mettre en place comme accroche à l'extérieur de l'entreprise ou l'organisation, et là on n'est pas toujours très à l'aise, c'est-à-dire en tant que mission handicap, même service de santé au travail, jusqu'où on va dans la vie de la personne en se disant on a besoin de créer un lien et chercher des appuis. Et puis les troubles associés, il y a une comorbidité, c'est très moche ce mot, mais c'est comme ça qu'on dit, très importante en fait, c'est-à-dire qu'il y a souvent d'autres problèmes associés aux maladies mentales, alors des pathologies somatiques et qui ne sont pas forcément des pathologies psychiques. Et puis, il y a une comorbidité très importante par rapport aux problèmes d'addiction et notamment d'alcoolisme. Et c'est vrai que là-dessus, on n'est pas forcément très équipé dans le monde du travail et j'ai envie de dire même dans toute la réflexion autour de l'insertion sociale et professionnelle. On a parlé un peu des problèmes d'addiction, mais rarement en lien avec les maladies, en fait. Soit on parle des problèmes d'addiction, soit on parle des problèmes de maladies. Et en fait, l'association des deux, on ne sait pas très bien comment les traiter et l'aborder. Or, c'est une problématique qui est bien réelle pour les personnes concernées par des troubles psychiques. Et on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas non plus. Est-ce que vous avez des questions ? Sinon, est-ce que... Vous avez juste Jérôme, peut-être oui. une petite information méta. En fait, dans le déroulement de ce qui a été vu ici, on pourrait presque penser qu'il y a une espèce il y a presque des protocoles, quoi. Alors, du coup, moi j'observe, en prenant un tout petit peu de recul, on a discuté ce matin, mais on se redéroulait ça, que c'est vrai qu'on attend un peu des solutions toutes faites. Alors, on a tel type de maladie, donc on va réagir de telle et telle manière. Et alors, en fait, là, non, on change complètement le protocole. C'est pour ça que je vous parlais de déplacement tout à l'heure, en disant, en fait, non, c'est plus l'approche qu'il va falloir qu'on ait
individualisé finalement, mais qui doit reprendre un peu ses grilles. Alors finalement, quand on regarde quelques naissances, des troubles, donc à chaque situation devrait correspondre en fait cette espèce de grille. Voilà. Je suppose que vous aviez fait le pas, mais comme moi je l'ai fait ce matin, et que ça m'est apparu évident cette fois-ci alors qu'on avait déjà bossé ensemble, je vous le livrais. Moi j'avais une question sur les... mais peut-être que ça va être abordé dans la suite de la présentation, sur les traitements. Parce que parfois c'est pas tant la maladie en Oui, elle-même tout à qui fait. pose problème dans le travail, parce qu'elle pose peut-être plus de problèmes dans la vie privée, mais en tout cas dans le travail elle n'est pas incapacitante. Par contre c'est le traitement qui est souvent lourd, qui pose souci, avec du coup des personnes qui sont très tiraillées entre la nécessité de prendre le traitement et en fait le fait que le traitement est très handicapant dans la vie professionnelle et qui du coup parfois craquent et avec leur traitement font des crises. Et avec cette espèce de balancier qui est compliqué à gérer aussi, et en même temps des solutions qu'on n'a pas forcément, parce que quand on a des traitements qui sont générateurs de perte de mémoire, de perte de concentration, etc., là le handicap est extrêmement lourd. Tout à fait. Et merci de faire ce complément, parce que du coup je ne suis pas rentrée dans le détail des différentes et puis des différentes expressions du handicap et des manifestations, mais vous avez tout à fait raison. En fait, souvent, et c'est d'ailleurs pour ça que la maladie en tant que telle, on y revient, c'est pas tellement le sujet, souvent les difficultés, elles viennent de la lourdeur des traitements et des effets secondaires. Merci. Des traitements, notamment sur l'aspect cognitif. Parce qu'on ne l'a pas encore abordé, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des difficultés cognitives, de mémoire, de ralentissement de la pensée, de capacité à s'organiser. Donc même si ce n'est pas les problèmes cognitifs qui sont à l'origine du handicap, néanmoins, ils viennent se greffer là-dessus. Alors j'ai presque envie de dire, pour donner une touche positive quand même, que quand c'est ces problèmes-là, c'est peut-être pas les plus compliqués à gérer, notamment parce que il y a plein d'astuces qu'on peut mettre en place très concrètes, faire des listes, planifier le travail à plus court terme, donc il y a des réponses par rapport à ça. Et on en reparlera peut-être dans les aménagements de poste. Il y a de la remédiation cognitive qui a quand même une super efficacité. Donc sachez-le, ça existe des dispositifs de remédiation cognitive, donc de réentraînement des capacités cognitives sur site, au travail, spécialement adaptés à la situation de travail et des besoins que la personne va pouvoir avoir dans son quotidien professionnel. Donc ça, c'est possible, mais effectivement, pour les personnes, elles en souffrent souvent beaucoup. Donc après, c'est comment on peut les accompagner à dire, il faut être dans une stratégie thérapeutique avec son psychiatre de bonne qualité pour qu'il vous aide à dire, là, moi, j'aurais besoin de descendre d'un cran tel traitement, est-ce qu'on peut essayer? Et d'entrer dans du très, très fin. Moi, je me souviens d'une personne qui me disait, quand je prends mon traitement, j'ai trouvé que ce qui m'allait bien, c'était de prendre mes gouttes d'Aldol le soir à 20h30, entre 20h30 et 20h45, avec une demi-banane. Il m'a dit, j'ai mis des années à trouver ça et à savoir que c'était comme ça que mon sommeil était réparateur, ça m'allait bien, je ne me réveillais pas complètement suquée le matin, en même temps je ne m'endormais pas non plus à 7h30 du soir, enfin c'était tout cet équilibre de vie-là, mais du coup c'est assez subtil. Et deuxième chose, c'est la fatigabilité. C'est vrai que les traitements entraînent une immense fatigabilité et du coup on en parlera dans les aménagements de poste, mais souvent le besoin de travailler à temps partiel avec des horaires aménagés, c'est pas juste une question de confort et on aimerait tous pouvoir venir au travail un peu plus tard le matin, mais c'est bien la prise en compte du fait que un des effets secondaires des traitements, c'est la grande fatigue que ça peut générer. Tout à fait. Peut-être un mot pour rebondir là-dessus et conclure sur l'aspect aménagement, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a quand même des aspects d'aménagement. Merci beaucoup.
qui ont été mesurées. Alors, une fois de plus, c'est pas en France qu'on est capable aujourd'hui d'objectiver tout ça et de mesurer, mais il y a des travaux notamment canadiens qui ont beaucoup éclairé toute la connaissance qu'on a sur l'efficacité, l'utilité des dispositifs d'accompagnement, notamment d'emploi accompagné, mais aussi d'aménagement de poste. Et ce qui montre, c'est que les aménagements qui sont favorables notamment au maintien dans l'emploi dans la durée sont les suivants de manière hiérarchique. Donc le plus important, c'est l'équilibre horaire, c'est-à-dire effectivement, est-ce que je travaille à temps plein ou pas, ou à temps partiel. C'est le vrai levier, notamment à cause de la fatigabilité en fait. Assez simplement, c'est souvent là-dessus que l'on arrive à aménager le poste de manière favorable pour la personne et qu'elle puisse travailler correctement. Et puis, il y a l'équilibre temps de travail-rémunération. Jérôme me faisait remarquer, en fait, c'est la cohérence pour la personne entre les revenus qu'elle perçoit de son travail et le temps que ça lui demande et du coup l'énergie que ça lui demande. S'il y a une tension, en fait, et en fait, c'est valable pour tout à chacun. On a plein d'énergie, on fait plein de choses, on travaille bien si on estime que l'on est justement et correctement rémunéré. Ça peut être une petite rémunération, mais c'est très personnel et en fait, ça veut dire aussi être capable de dire, ben voilà, compte tenu, moi, de mes besoins, de mon équilibre de vie personnelle, voici ce que je peux attendre du travail, où je le mets dans ma vie et ce que ça m'a apporté financièrement. Donc, il y a des gens qui travaillent à temps plein alors qu'ils ont des traitements lourds et qui sont très fatigués, mais parce que pour eux, c'est très important de gagner de l'argent et ça fait partie finalement de leur équilibre, et d'autres moins. Et parfois, les fins de mois sont difficiles, mais c'est la vie qui leur convient. Donc ça, c'est un point assez important. Ce dont on parlait, les aménagements d'horaire, donc effectivement, ce n'est pas du temps partiel, mais c'est est-ce qu'on peut trouver de la souplesse? Et ça, moi, je l'ai vraiment constaté dans le quotidien. Avoir la chance de pouvoir avoir un peu de flexibilité dans ses horaires, parfois pouvoir arriver un petit peu plus tard ou décaler un peu ses horaires, parfois repartir un peu plus tôt, et notamment toutes les personnes qui ne pointent pas, c'est un vrai plus sur la façon dont ils peuvent gérer leur quotidien professionnel. Alors, gros bémol, moi j'ai vu des ateliers où par exemple tout d'un coup il y avait un salarié qui dans l'atelier ne pointe plus, pour ces raisons-là, énorme enjeu de communication. On ne peut pas faire ça sans faire un gros travail de communication. Dans l'administration, souvent, nous, quand on pointe, on a une plage obligatoire qui est souvent de 10h à 15h et on a une plage libre. Donc, même en pointant, on peut jouer sur la flexibilité horaire. Donc, la personne, au lieu d'arriver à 8h, elle va arriver à 9. Au lieu de finir à 16, elle va finir à 17. On va décaler. Donc, même en pointant, c'est jouable dans l'administration. Un point très important, c'est l'accessibilité. Tous les postes qui nécessitent des déplacements, bon, c'est valable pour nous tous, c'est toujours pareil, c'est exacerbé dans le cas des personnes en situation de handicap psychique. La qualité des liens avec le supérieur hiérarchique, c'est décisif en fait, parce que c'est ça qui va permettre d'apporter de la reconnaissance professionnelle, c'est ça qui crée un espace de parole où quand il doit y avoir des réajustements, c'est là qu'on trouve des idées aussi d'adaptation parfois. Donc effectivement, comment on fait quand ce lien est rompu pour aider à le reconstruire? Alors la médiation, le soutien aussi. Le soutien, moi ça m'arrive souvent d'intervenir et de dire mais est-ce qu'ils sont soutenus là, vos managers qui depuis des années suivent cet agent et ne savent pas quoi faire et ont cru que ça allait mieux, puis en fait ça ne va plus et... Le soutien des collègues, c'est très difficile effectivement si les collègues ne comprennent pas la situation dans laquelle vous êtes et qu'en plus il ne va pas y avoir d'aménagement et qu'ils ont des objectifs augmentés parce qu'il y a des moments où vous n'aurez plus la même cadence qu'eux, ça va être déterminant. Et puis, deux aspects, le retour positif des clients, en fait c'est la reconnaissance extérieure, est-ce qu'on est content du travail que je fournis? Et la culture d'entreprise respectueuse, communicante, qui crée, où en fait, hier on évoquait des espaces aussi de parole libérée en fait. Est-ce qu'on peut se parler de tout ça? Parce qu'en fait, il n'y a pas la bonne entreprise où il fait bon travailler et où qui serait parfaite comme il n'y a pas le bon métier, mais par contre, il y a des endroits où on peut parler de tout ça.
et où du coup on trouve des solutions. Alors peut-être pour terminer... L'air de rien, Pardon. sur le cas de figure, j'essaie de repasser, Ouais. c'est un joli cas, Ouais. enfin c'est une jolie grille d'analyse. Ouais, ouais. Parce que, il y a un certain nombre Qu'est-ce qu'on peut mettre en place sur chaque aspect? Exactement, c'est vraiment dans cet état d'esprit-là. C'est-à-dire dans quelle mesure ça peut être des espèces de grille de lecture pour chaque situation et de se dire, est-ce que là il y a un enjeu sur cet aspect-là et qu'est-ce qu'éventuellement on pourrait faire comme réponse? Et donc terminer sur les dispositifs ressources. Donc il y a effectivement toutes les aides de la GFIP, du FIP sur le dispositif là, donc la partie évaluation, qui est souvent intéressante parce que c'est justement un temps de confrontation. C'est-à-dire si c'est fait dans un cadre bienveillant et dans une recherche de solutions, peut être très intéressant pour la personne pour se remobiliser, comprendre où elle en est, de ses difficultés, de ses limites et du coup quoi mettre en place. Le soutien médico-psy, donc là c'est vraiment de l'accompagnement de soutien plutôt, alors que l'accompagnement sur le lieu de travail, c'est plutôt ce qui s'apparenterait à du coaching, de la médiation. Elle a une auxiliaire aussi. Voilà, Donc ça et qui, de la remédiation cognitive peut rentrer là-dedans par exemple aussi, et qui concerne en fait tout ce qui est aménagement du poste de travail, et puis le tutorat qui est plutôt pour rechercher une personne ressource, avec une vigilance sur le tutorat, sur la compétence de la personne, ce qu'on lui fait porter, Alors, il y a une formation, les rôles qu'on lui donne, voilà, une exactement. formation spécifique au tuteur qui est Ouais. également financée par le FIP. Et voilà, on met C'est pas à la tout derrière le légère, quoi. tutorat. Voilà, exactement. Et puis, il y a les dispositifs autres. Donc, tous les dispositifs d'emploi accompagné, je ne vais pas revenir dessus, on en a parlé. Il y a toutes les structures spécialisées, SAMSA, SAVS, ESAT. Alors, ça vous êtes plusieurs à être là. Alors là, je dirais chacun a une couleur. Je sais que dans toutes ces structures-là, il y en a qui ont un vrai dialogue. Alors les SAMET, bien sûr, en permanence avec les employeurs, mais dans les SAVS, les SAMSA et les ESAT, certains travaillent en lien avec les employeurs de manière régulière, connaissent les employeurs et donc peuvent être des points d'appui. Quand vous avez une situation bloquée, quelquefois, vous pouvez les solliciter, même si ce n'est pas leur cœur de métier, ils ont une compétence que vous pouvez solliciter. Mais bon, là, du coup, c'est un peu sur chaque territoire la couleur des SAVS et des SAMSA et des ESAT. Et puis, il y a tous les dispositifs qui sont en fait des dispositifs de droit commun dans le champ de l'insertion, mais qui vont être colorés santé mentale. Donc, je pense par exemple des cabinets conseils ou des associations qui font des bilans de compétences adaptés aux problématiques du handicap psychique, de l'accompagnement adapté aussi. Et je pense par exemple au coaching. Le coaching lambda, c'est pas très adapté au handicap psychique. Il y a des cabinets qui ont développé une vraie expertise de coaching dans le cadre du maintien dans l'emploi de personnes handicapées psychiques. Donc, il ne faut pas hésiter. Et puis après, il y a des associations, typiquement comme le Clubhouse dont je vous parlais, qui sont tout le temps en dialogue avec les employeurs et les accompagnent dans le cadre d'emploi ou de maintien dans l'emploi de personnes en situation de handicap psychique. 13h moins 1. Le temps sans doute de te remercier. J'espère qu'on Merci à vous. Ensemble. Je suis désolée bravo à vous. Je suis désolée de partir un peu vite comme ça, mais du coup, je vous laisse mes coordonnées si nécessaire. Et puis, j'espère que c'est que le début d'un sujet. Et on discutera sans doute ensemble de finalement ce qui serait utile en complément. Voilà. Dans le cadre, par exemple, d'un webinaire, qui sera quand même un peu interactif, mais un peu moins. Et voilà, ça nous permettra de